Mesdames et messieurs, bienvenue sur Décortique Éco, sur ITV, qui reçoit ce soir El Hadj Mounir Ndiaye, chercheur à l'IPAR et économiste chercheur également à l'Université de Thiès. Monsieur Ndiaye, l'économie est au goût du jour, on en parle dans tous les cénacles, mais en même temps aussi on spécule sur les initiatives que les uns et les autres devraient prendre pour sortir de la situation de crise que nous vivons consécutivement à la pandémie de coronavirus. Avez-vous une lecture différente de la façon dont nous devons sortir de cette crise? Merci de cette invitation, M. Ndiaye. Bon, je pense que d'abord, il faut savoir que nous vivons un choc. Un choc, c'est un choc. C'est un choc qui est à la fois exogène, parce que ça ne dépend pas de nous. C'est un choc également qui est asymétrique, parce que nous n'avons pas les mêmes capacités que les autres pour nous prendre en charge. C'est pourquoi dans certains pays, la résilience fonctionne bien, dans d'autres pays, la résilience ne fonctionne pas. Il y a des pays même qui envisagent le reconfinement et ils reculent, ils sont en train de reculer. Pourquoi? Parce que quand on reconfine les populations, il y a effectivement un coût économique à supporter. Je pense que donc le choc est là et nous savons pertinemment que sur le plan international, le choc a été quand même difficile à encaisser parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. L'OMS, du moins l'Organisation mondiale du travail, ou l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parle de plus de 100 millions d'emplois qui vont être perdus. Aux États-Unis, on en est à plus de 30 millions d'emplois perdus. En France, le taux de chômage a encore grimpé au-delà de 20%. Au Sénégal, on dit qu'il y a plus de 146 000 emplois qui ont été perdus. Vous voyez que donc partout dans le monde, le choc est assez terrible et qu'aujourd'hui, il faudrait réfléchir sur combien de temps prendra le relèvement. D'abord, avant de parler de redressement, il faut se relever d'abord et ensuite entamer le redressement et le rattrapage par rapport à tout ce qui a été perdu. La situation, professeur, est inédite. Parce qu'elle est inédite aussi, sans doute, la réflexion qui doit l'accompagner doit également être tout aussi inédite. Mais je veux dire, à quel niveau de réflexion devons-nous nous situer pour au moins proposer une solution endogène qui nous différencie sans doute des autres pays? Vous parlez sans doute voilà, de la différence de résilience des uns et des autres par rapport justement à la crise. Mais nous, Sénégalais, si peut-être bon, voilà, nous intramuros, qu'est-ce que nous pouvons préconiser et comment nous devrions l'envisager? D'abord, il faut que tout le monde sache que nous ne sommes plus dans un contexte de politique politicienne. Il faudrait que tout le monde s'accorde à dire que le président de la République et son gouvernement doivent être soutenus. Parce que c'est une situation, on parle même de gouvernement d'union nationale. C'est une situation quand même assez spéciale. Nous devons taire nos divergences parce que l'heure est grave. Je pense que donc il faudrait que les gens le prennent comme ça. C'est une formule qui a été chère aussi au président de la République. Exactement. Lors de son premier discours, il a dit que l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que lui-même, il a prévu une récession pour 2020. Alors que tout simplement, les prévisions parlaient de 7,4% si le Covid-19 n'était pas là. Et aujourd'hui, le FMI a prévu environ 2% de croissance. Lui-même, il pense donc à la récession. Donc je pense que d'abord, il faudrait que l'on sache que maintenant, on doit se mettre tout le monde d'accord, on doit se mettre ensemble pour réfléchir, penser cette résilience et ce plan de redressement qui se profile à l'horizon. Deuxièmement, il faut quand même qu'il y ait de l'humilité. Il faut constater les dégâts, il faut constater les échecs. Moi, j'ai toujours dit que le PSE tel qu'il a été donc ficelé permettait quand même sur le plan quantitatif de redorer le blason sur le plan des indicateurs macroéconomiques, croissance économique, relèvement, baisse du déficit public jusqu'à 3%, surveillance un peu multilatérale par rapport à la dette publique, mais sur le plan qualitatif et sur le plan des bons qu'il faut faire pour être résilient, pour être capable de supporter des chocs comme cela, il n'y avait pas les éléments dans le PSE qui permettaient de faire ça. Vous voyez que donc aujourd'hui, dans tous les pays où la résilience se porte bien, ce sont des pays où le secteur privé est debout. C'est un secteur privé capable même de donner des subventions. C'est l'État qui subventionnait les entreprises, mais on a vu des situations où des gens subventionnaient l'État pour lui permettre de faire face. Aujourd'hui, au Sénégal, nous n'avons pas ce secteur privé debout-là. Dans tous les autres pays comme le Maroc, qui ont des secteurs privés même au Sénégal, l'Inde, la France, c'est le secteur privé qui aujourd'hui accompagne l'État dans la négociation. Parce qu'aujourd'hui,
il était beaucoup plus facile pour le Sénégal d'avoir des Sénégalais avec qui négocier des salaires qui vont être maintenus à 70% du salaire, par exemple, dans certains pays comme la France. On a dit aux entrepreneurs que vous allez mettre en chômage technique des gens, mais il faut leur payer 70% de leur salaire. Aujourd'hui, quel est le Sénégalais qui peut supporter cela pendant longtemps? Donc, il aurait été plus facile si un secteur privé debout était là, Sénégalais debout était là pour l'État, de négocier avec ce secteur privé-là quand même un plan de résilience qui pourrait être supportable pour tout le monde. Mais malheureusement, ce secteur privé-là est encore embryonnaire, même si il y a un secteur privé étranger qui est là, mais malheureusement, ce secteur privé étranger-là n'a pas été senti dans donc, le Force Covid-19, le fonds qui a été donc voté de 1000 milliards pour pouvoir permettre au Sénégal d'avoir une capacité de résilience suffisante pour faire face à la situation. Très bien. Alors jusqu'à une période récente, notre économie était une économie plus ou moins extravertie. Nous dépendions plus de l'extérieur sans doute pour financer donc, nos actions de développement, notamment par le biais des investissements directs étrangers. Mais ceux-là également sont en retrait en raison effectivement de cette conjoncture que vous décrivez. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes face à nous-mêmes. Nous devons peut-être, à la limite, inventer des solutions, être dans la créativité, essayer peut-être de voir où sont les niches, quels sont peut-être les secteurs les plus enthousiasmants sur lesquels peut-être les gens peuvent investir, mais en même temps aussi, quelle est vraiment la bonne méthode qu'on pourrait peut-être déclencher, ne serait-ce que pour mobiliser l'épargne intérieure. Je pense que le secteur privé étranger, les IDE, c'est un acquis. Nous avons suffisamment attiré les idées au Sénégal. Nous avons parlé de macrocosme des affaires et de promotion des affaires pendant longtemps. Nous avons même gagné des places dans le Doing Business pour des efforts que nous avons faits sur le plan de la fiscalité. Oui, une chose était d'attirer les capitaux, mais autre chose était justement de les maintenir. Exactement, voilà. Maintenant, bon, le Sénégal est encore clément. C'est un pays où la clémence sur le plan de la profitabilité est là. Nous savons ce que gagne Sonatel, qui a été récupéré par France Télécom depuis 1996. Nous savons ce que OILB a fait, nous savons ce que toutes ces entreprises-là, comme Total, gagnent au Sénégal. C'est des Auchan, c'est des entreprises qui se portent très bien au Sénégal parce que le ciel sénégalais est clément en termes de profitabilité. Le climat des affaires. Voilà. Donc maintenant, je ne pense pas qu'il y a des risques que ces investissements-là, ces acquis-là soient perdus. Tout ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il y a au Sénégal n'appartient pas aux Sénégalais pour le moment. Quand on vous dit que 30% des productions de valeur ajoutée au Sénégal sont détenues par les entreprises européennes au Sénégal, vous voyez que c'est catastrophique. Si vous ajoutez à ces 30%-là le pourcentage qu'il faudra allouer aux Chinois, le pourcentage qu'il faudra allouer aux Indiens, le pourcentage qu'il faudra allouer aux Turcs, aux Marocains, vous voyez que donc l'économie sénégalaise est en grande partie aux mains d'étrangers. Et ceci n'est pas tout simplement favorable pour avoir un plan de développement quand même fiable, un plan de développement solide. Il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse à inverser la tendance pour que tout simplement le secteur privé sénégalais soit prééminent, ce qui est sénégalais, ce qui est national, soit prééminent par rapport à ce qui vient d'étrangers, qui aujourd'hui quand même a atteint des proportions quand même suffisantes. Il faudrait quand même aujourd'hui que l'appoint, c'est de développer une économie bien sénégalaise qui permettra d'être résilient dans des moments pareils. En un mot, il faut avoir un secteur privé fort. Un secteur privé fort, un secteur privé performant. Qui occupe également des positions stratégiques dans les domaines. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, si Bill Gates n'existait pas aux États-Unis, il y aurait beaucoup de chômeurs aux États-Unis. Si Mark Zuckerberg n'existait pas aux États-Unis ou les autres investisseurs, Warren Buffett et tous ces gens-là, je pense qu'il faudrait qu'au Sénégal, on crée des champions. C'est vrai que la Sonatel est un champion, mais malheureusement, la Sonatel est détenue à 42% par une entreprise étrangère. Ce qui fait que donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut des Sénégalais fortunés. Il faut qu'on laisse les Sénégalais s'enrichir et négocier avec eux un plan pour que... Parce que le capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous dit, je vais vous enrichir et je ne compte pas. Donc Dieu peut ne pas compter avec Moumounidia et compter. Dieu ne compte pas avec Moumounidia, mais il ne compte pas avec Moumounidia. Il peut donner Moumounidia illimité, ou bien Moumounidia un peu, Moumounidia beaucoup. Donc je pense que le capitalisme par essence c'est acceptable parce qu'il faut que les gens s'enrichissent de manière différente. Comme les doigts des mains sont différents, les gens sont différents sur le plan de l'acquisition des biens et des richesses. Donc maintenant, tout ce que le capitalisme demande, c'est la régulation. Il ne faut pas avoir peur de créer des milliardaires, de créer des entreprises fortes qui, dans un cadre régulé, avec une présence d'État providentialiste, suffisamment providentialiste,
pour gérer tout cela, dans le sens de l'équité sociale, de l'égalité des chances, de la promotion du mérite et de la gestion des solidarités. Je pense qu'il faut laisser les Sénégalais s'enrichir. C'est ça le slogan. Alors, il y a le plan Sénégal émergent qui est là, peut-être qui est l'ossature donc de cette économie, puisque toutes les politiques, à la limite, se retrouvent au sein du PSE comme un creuset d'émergence du pays sur le plan économique. Mais le président de la République a préconisé récemment que le gouvernement initie un programme de relance économique nationale. Est-ce que c'est des correctifs qui vont être apportés au PSE ou bien est-ce que peut-être la lecture actuelle que nous faisons de la conjoncture préconise sans doute une réorientation stratégique qui avait été posée par le PSE? Moi, je ne suis pas trop convaincu par le mot relance. Il faudrait peut-être une refondation. Parce que si on relance avec les mêmes critères de base, oui, ça ne donnera rien du tout. Il faut retourner aux fondamentaux. Il faut refonder l'économie sénégalaise. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scandales dans ce pays. Des scandales fonciers, des scandales contractuels, l'affaire Akili, toutes ces choses-là qui sont là et qui sont lues de manière différente par les uns et les autres. Pour l'affaire Akili, j'ai donné ma position. Oui, c'est un Sénégalais qu'il faut appuyer. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que là où des entreprises étrangères viennent signer des contrats de 3 000 milliards, 4 000 milliards, les gens ne parlent pas, mais dès qu'il s'agit d'un Sénégalais, les gens se rebuffent. C'est pas normal. Il faudrait qu'on laisse les Sénégalais jouir de leur intelligence. Je ne pense pas aujourd'hui que si vous partiez aux États-Unis, on va vous dire que Mark Zuckerberg nous a roulé dans la farine. Mark Zuckerberg a créé Facebook en 2007. Au bout de quelques années, il a eu 9 milliards de dollars de fortune. Les gens ne sont pas là pour dire pourquoi il a gagné 9 milliards de dollars. Ils sont là pour dire qu'est-ce que Facebook a permis de générer comme richesse? Plus de 11 000 milliards de dollars. Voilà, ça c'est l'impact sur le plan international, sur le plan de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser sur Akili ou sur l'individu qui gère Akili. Il faut voir les emplois qu'il va créer. Quand il sera force, les apports que ça fait pour la stimulation. Et également, ce que ça peut faire pour le secteur privé. C'est une grande première qu'on commence maintenant à s'intéresser aux Sénégalais qui proposent des solutions, à les appuyer pour aller conquérir la sous-région. Je pense que tout ça, et ceci fait partie des éléments les plus importants qu'il faudrait intégrer dans le PSE, dans la phase 2 du PSE. C'est-à-dire dans le PSE post-Covid-19, c'est se focaliser sur le secteur privé sénégalais, sur comment rendre ce secteur privé-là performant, sur comment permettre à ce secteur privé de développer ses tentacules à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on parle de secteur privé sénégalais, des Libanais au Sénégal. Alors que quand vous regardez ce qui se passe au Liban, les Sénégalais sont coincés au Liban. Ils n'ont rien au Liban, ils ne peuvent pas investir. Il y a des lois qui les interdisent même d'avoir un logement. Ils sont obligés de se loger dans ceux qui les font venir et tout ça. Alors qu'un Libanais, il est roi au Sénégal. En Chine, est-ce que nous avons la réciprocité? Est-ce qu'un Sénégalais peut avoir accès aux mêmes choses en Chine qu'un Chinois à Dakar? Alors, est-ce que le Turc... Donc il faudrait que quand même aujourd'hui, qu'on refonde cette économie-là sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, sur le plan politique, pour pouvoir permettre à ce secteur privé de se développer de manière démocratique. Si on veut jouer le jeu de la mondialisation ne doit pas s'abattre sur nous. Elle doit être une occasion pour aussi que nous nous développions. Mais la mondialisation, jusqu'à présent, quand même, nous en sommes victimes. C'est vrai, les Chinois disent qu'une crise, c'est un moment d'opportunité. La crise qui s'abat en ce moment, peut-être constitue sans doute un trésor inimaginable, n'est-ce pas, d'opportunités qui se présentent aux Sénégalais. Mais on ne peut pas décréter aussi peut-être le relèvement de l'activité actuelle par le secteur privé sénégalais quand ce secteur privé présente sans doute des faiblesses en termes de mobilisation de capitaux, en termes de mobilisation de savoir-faire ou même peut-être en termes de leadership pour aller justement vers la conquête des marchés qui permettrait au Sénégal de retrouver justement sa place. Vous savez, un secteur privé, ça se construit sur la dynamique, pas sur la statique. Et sur la durée aussi. Sur la durée, c'est la dynamique, dans le temps. Oui, c'est ça. Les Sénégalais qui, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de vivre ça, en 2035, 2040, vont pouvoir supporter les investissements, vont pouvoir avoir la possibilité d'initier, de préfinancer même une autoroute pour le Sénégal. Et c'est maintenant qu'il faut poser les gens. Ce secteur privé-là doit commencer à apprendre dès à présent. Je prends l'exemple du jeune, de l'entreprise Akili, par exemple. Si on lui permet, avec ses imperfections, d'apprendre ce qu'il veut faire avec la Sénélec pendant 10 ans, ça lui donnera quand même des avantages comparatifs pour aller même convaincre d'autres gouvernements dans le futur. Il
faut pas casser dans la statique les entreprises, alors que dans la dynamique, ces entreprises-là peuvent permettre d'aller de l'avant. Je pense que le secteur privé sénégalais doit apprendre chez lui. Il ne faut pas dire que oui, lui, il ne sait pas construire des autoroutes, Baratal ne sait pas construire des autoroutes, on ne peut pas lui donner. Non. Il faut lui permettre quand même, en l'encadrant, de pouvoir apprendre, tout en évitant les risques. Une autoroute, c'est sérieux, c'est vrai. C'est la même chose pour Kabirou Mbodj, qui avait proposé d'acheter Tigo tout seul. Donc je pense qu'il fallait, ces gens-là, qu'on leur permette d'apprendre. Kabirou Mbodj aurait pu avoir Tigo et quelques années après partir en Mauritanie avec son expérience, acquérir une licence. Et son bilan consolidé allait servir le Sénégal. Et c'est ce que les autres font et que nous ne faisons pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui qu'on réfléchisse dans une dynamique de croissance du secteur privé sénégalais, une bonne dynamique de croissance, en réfléchissant surtout. Parce que, comme vous le dites, c'est vrai, il y a un problème de mobilisation de capitaux. Aujourd'hui, le secteur privé sénégalais n'a pas les moyens pour pouvoir supporter, par exemple, certains marchés publics. Quand l'État lance un marché de 100 milliards, il ne peut pas. Ou bien, il y a un piège qui est derrière. C'est l'accès aux ressources bancaires, aux ressources financières au niveau des banques. Alors que les banques sont détenues par des multinationales qui, d'abord, mettent en avant, donc, par des banques étrangères, qui mettent en avant les intérêts de leurs multinationales d'abord. Aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, si un Marocain vient au Sénégal, soumissionne pour un marché de 100 milliards, un autre Sénégalais soumissionne pour 100 milliards, on leur demande de préfinancer, le Marocain est beaucoup plus apte, a beaucoup plus de chances de débloquer au niveau de la BMCE ou bien de CBAO un financement que le Sénégalais. Parce que c'est une question de stratégie, c'est une question d'intérêt. Et je ne pense pas aujourd'hui que si un Français se disputer avec un Sénégalais un marché de 100 milliards et qu'il faut préfinancer pour 5 milliards, si le Sénégalais introduit une demande de financement de 50 milliards de francs CFA à la BICIS par exemple, on lui dira que le centre de décision n'est pas à Dakar, c'est à Paris. Donc là, il peut y avoir conclusion. On peut négliger le dossier du Sénégalais, le bousiller même, dire que c'est pas bon et mettre en avant le dossier français. Je pense que donc il y a à la base des problèmes d'accès aux ressources financières qui sont expliqués par le fait que le système bancaire sénégalais est piégé par des intérêts étrangers. D'ailleurs, si on regarde un peu peut-être la simultanéité des présences marocaines, algériennes ou peut-être turques au Sénégal et dans la sous-région, on s'aperçoit que les banques sont venues en même temps sans doute que les industriels ou bien en tout cas les acteurs, les opérateurs des services. Exactement. Si bien que peut-être, chemin faisant, ces acteurs, en s'implantant, ont voulu également que les banques financent, n'est-ce pas, certaines des grosses opérations disons, de la taille de 100 milliards. Et je pense que chez nous également, l'idée c'est peut-être de voir est-ce que nous pouvons créer justement un champion bancaire qui permettrait sans doute de faire un clin d'œil aux opérateurs économiques sénégalais qui ont du savoir-faire, qui ont de l'expérience, mais en même temps aussi peut-être qui ont du bagou. Exactement. Je pense que le club des investisseurs sénégalais a tenté le consortium, c'est-à-dire que si le secteur privé sénégalais est bien organisé, je ne dis pas que le secteur privé sénégalais est insignifiant d'un point de vue microéconomique. C'est significatif d'un point de vue microéconomique parce qu'il y a des Sénégalais informels qui travaillent, qui sont privés. Mais ce qui est formel, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut calculer, il faut savoir que si le secteur privé sénégalais était bien organisé, en consortium, ils auraient eu la capacité de phagocyter beaucoup de marchés publics. Par exemple, le club des investisseurs sénégalais a essayé cela, peut-être sans, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dedans, mais ça aurait été facile si un Mamadou Ndiaye est dedans, il est détenteur d'un capital de 5 milliards, Mounirou est dedans, il est détenteur d'un capital de quelques milliards, quelqu'un d'autre. L'État lance un grand marché, ils peuvent en consortium venir proposer à l'État une solution pour pouvoir organiser ça. Mais malheureusement, le secteur privé sénégalais est un secteur privé qui n'est pas organisé. Oui. Même le secteur informel, on a quoi Diapo, on a quoi Mbolo, on a quoi tel. Il y a trop de mouvements, trop de... Mais ces facteurs d'émiettement d'une plateforme s'expliquent comment? C'est un égocentrisme assez poussé ou bien est-ce que... Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas cette culture de marcher ensemble, de frapper ensemble et peut-être... Bon, c'est dû au fait que, généralement, en Afrique, les gouvernements veulent qu'on roule pour eux avant de gagner un marché public. Ce qui fait que donc il y a certains qui sont d'accord pour
rouler avec le gouvernement. Donc ils sont favorables au gouvernement. Donc ça crée beaucoup de mouvements, crée beaucoup de MEDES ici, il y a le CNP là-bas, la CNES, j'en profite quand même pour présenter nos condoléances au peuple sénégalais. Un chef d'entreprise et un patron du secteur privé qui a beaucoup fait. C'est lui d'ailleurs qui avait préfacé Mansour Kama en l'occurrence. Mansour Kama, c'est lui qui avait préfacé mon livre Sonatel et Pacte libéral du Sénégal, une bonne préface. J'aurai l'occasion peut-être de présenter ça en hommage. Vraiment, je tiens à souhaiter que le bon Dieu l'accueille dans son immense miséricorde. Donc, la CNES, toutes ces organisations patronales-là, je pense qu'il faudrait aujourd'hui réfléchir sur une plateforme commune, que les gens se donnent la main, pour qu'on puisse quand même sur l'essentiel être d'accord et essayer de dire à l'État, voilà, nous avons l'envergure, la masse critique nécessaire pour pouvoir quand même bénéficier des grands marchés publics. Je pense que donc, l'avenir du secteur privé sénégalais, même en Ngaï, je pense qu'il faut minimiser rien, il ne faut rien minimiser. Aujourd'hui, vous partez au niveau de l'artisanat, par exemple, partez en Ngaï. Vous prenez des chaussures, ça fait 44. Vous portez ça, ça ne vous bat pas. Vous prenez des chaussures qui font 42, ça va. C'est parce que ce n'est pas labellisé, ce n'est pas standardisé, il n'y a pas de normalisation. Il faudrait que le gouvernement donc, pense à réorganiser ces informels-là, à les convaincre, à s'approcher d'eux, à leur permettre, aujourd'hui, un seul artisan qui fait des chaussures ne peut pas supporter une commande de la gendarmerie qui veut des bottes, par exemple, parce que ça va faire des milliards. Mais si ces artisans-là sont regroupés en consortium, ils pourront absorber beaucoup de marchés de la gendarmerie, de la police sur les uniformes, parce qu'on peut les faire ici. Les tailleurs, les artisans, même le bois, tout ça. Je pense qu'il y a... le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait annoncé qu'il y avait 15%, c'était Abdoul Mbaye, 15% de la commande qui allait revenir à l'artisanat. Oui, tous les deux premiers ministres ont pris cet engagement. Voilà, je pense qu'il faudrait quand même aller en profondeur dans cela, en réorganisant davantage le secteur privé, en les convainquant qu'il faut parler d'une seule voix et essayer de se débattre dans les prochaines années pour donner à ce secteur privé-là, ce secteur informel-là, tout en ayant une bonne stratégie de formalisation quand même, mais pour donner à ce secteur privé-là sénégalais une envergure capable de lui permettre quand même de faire face à certaines situations. Parce que les crises asymétriques et exogènes comme ça, il faut s'y attendre. Je pense que c'est l'avenir de l'humanité. Ça n'est pas fini. Alors vous avez fait une description assez brillante du tableau de la situation économique du pays. Mais maintenant, j'ai envie de savoir avec vous, quelles sont les forces vectorielles de cette refondation, puisque vous ne voulez pas qu'on parle justement de relance, mais d'une refondation de l'économie sénégalaise. Sur quoi devrait-on s'appuyer? D'abord des banques fortes, un secteur privé émergent, national puissant, mais en même temps aussi peut-être quels sont les créneaux, quels sont les secteurs d'activité qui aujourd'hui impulsés pourraient donner des résultats probants pour le Sénégal? Je pense qu'il faudrait avoir une bonne approche. C'est-à-dire qu'il faut être très méthodique. Parce qu'en ce moment, ça part dans tous les sens au Sénégal. Oui. Vous avez l'ADPME qui fait du bon travail pour accompagner les entreprises, le bureau de mise à niveau qui est là. Vous avez même l'ASEPEX accompagne des entreprises. Il faut organiser tout cela. D'abord, il y a des emplois perdus, il y a des entreprises en difficulté. Il faut d'abord commencer à gérer cela, à maintenir le statu quo sur ces entreprises-là, à leur permettre de se redresser, pour éviter la saignée sur le plan de l'emploi. D'abord, ce que le gouvernement doit faire, premièrement, c'est réfléchir sur comment les acquis, ce qu'il y a, l'État, ce qu'il y a dans l'économie. L'existant. Voilà le terme que je cherchais, qu'on puisse sauvegarder l'existant. D'abord, au Sénégal, on sait que 80% des entreprises qui viennent de naître disparaissent au bout de 2 ans. La mortalité des entreprises. J'ai vu dans les statistiques de l'ANSD que l'entreprise sénégalaise la plus longue a duré que 33 ans. Alors que Berlier, Ford, Chrysler, ces entreprises-là, Michelin, c'est des entreprises. Il faudrait quand même qu'on refonde tout ça. Il faudrait qu'on sache maintenant que le gouvernement commence à réfléchir avec la DPME, avec la ZEPEX, avec le bureau de mise à niveau, avec la direction des PME, avec toutes les institutions et les organismes intéressés, comment répertorier l'existant et essayer de le sauvegarder. Dans un deuxième temps, c'est d'identifier les problèmes sur lesquels on a des retards et qui risquent de nous créer encore des saignées sur le plan de la production et de l'emploi. Je parle du numérique. Je parle du numérique. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'agences de voyage ont disparu. Les hôtels sont en difficulté par Airbnb.
Airbnb, vous connaissez Airbnb? Bien sûr. Ouais. Les ventes de billets en ligne. Tout à fait. Il y a les circuits même de tourisme en ligne. En fait, la dématérialisation. Exactement. Aujourd'hui même, voilà, il y a beaucoup de saignées. L'intelligence artificielle est en train, même la Société Générale du Sénégal avait prévu qu'en 2020, elle n'aurait plus besoin de ces guichets. C'est des emplois perdus. Il faudrait donc essayer d'anticiper sur le plan numérique. Parce que le Sénégal a un projet, Sénégal numérique 2025. Oui. Je pense qu'il faudrait revenir pour contextualiser ce projet-là avec le Covid-19, le contextualiser et revoir les objectifs et voir comment le Sénégal pourrait être résilient pour éviter les impacts du retard technologique que le retard technologique va avoir dans le futur. Et ces impacts-là sont là. Ils ont commencé à faire leur œuvre. On dit que la technologie détruit des emplois, mais la technologie détruit des emplois tout en créant des emplois. Pourquoi? Parce que la création des technologies, la réflexion sur ces technologies-là, leur création et leur fonctionnement, donc va créer des emplois. Mais qui réfléchit sur ces projets-là, qui les crée et qui les fait fonctionner? Généralement, même pour fonctionner certaines entreprises, on fait appel à des étrangers. Ici, il y a des machines à l'époque qu'il fallait faire fonctionner pour appeler des étrangers. Il faudrait tout réfléchir sur ce qu'on va faire sur le plan technologique. Réformer l'enseignement pour préparer les Sénégalais, les générations sénégalaises qui vont tout simplement être capables d'être résilientes dans ce climat, dans cet univers de technologie, d'intelligence artificielle qui est en train d'être... Autrement dit, vous en appelez à une reconversion. Voilà. Des mentalités. Et puis ensuite peut-être de réinvestir. Exactement. Ça doit se passer dans tous les secteurs. Il faudrait que les gens saisissent ces enjeux-là pour savoir que c'est un problème qui va se profiler, qui se profile à l'horizon, qui est en train de faire ses œuvres. Nous ne sommes pas producteurs de technologie et même pour les faire fonctionner, nous ne formons pas les jeunes sur ces formations-là qui font fonctionner la technologie. Aujourd'hui, partez à la faculté de... Excusez-moi, je ne le dis pas pour critiquer. Partez à l'Université de Dakar, la moitié, c'est la faculté des lettres. Oui. La faculté des lettres et sciences humaines. Il faudrait aujourd'hui qu'on inverse cette tendance-là. Il faudrait que même si on ne crée pas de technologie, qu'on puisse former ces jeunes-là, qu'on n'ait pas besoin d'aller à l'étranger même pour faire fonctionner les technologies ici. Il faut former les jeunes à tout simplement permettre une absorption de ces technologies-là, de ces intelligences artificielles-là, de cette révolution numérique-là. N'avez-vous pas l'impression peut-être que le temps presse et que nous n'avons pas peut-être le recul qu'il faut pour justement mettre en mouvement toutes ces urgences? C'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez bien dit, en disant que cette situation-là est une opportunité. Nous réfléchissons sur tout cela parce qu'on a reçu un coup. Parce que ces réflexions-là, peut-être l'année dernière, je ne les avais pas. C'est parce que j'ai vu que la situation mérite quand même qu'on prenne du recul et qu'on réfléchisse davantage sur ce qui peut constituer un goulot d'étranglement à tout ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. Alors, deux brèves questions. Avons-nous des forces et des moyens de faire face justement à la crise? Nous avons les forces, nous en avons les moyens, mais cela dépend de la volonté politique. Vous avez dit qu'il y a un capital dormant de l'ordre de 12 000 milliards. Exactement. Mais Mounirou, 12 000 milliards dans le Sénégal et les Sénégalais ne sont pas au courant? Non, c'est-à-dire que les Sénégalais, il y a des Sénégalais qui ont de l'argent. Et qui n'ont pas conscience. Mais cet argent-là n'est pas pisté. Ces 12 000 milliards-là, je l'ai pris d'un grand professeur, le professeur Kassé. Oui. On a organisé une conférence sur la dette publique au mois de mai. Il a pris la parole, mais quand il a parlé, je sais que ce qu'il dit, c'est la réalité. Tout à fait, j'ai même suivi. Il parlait même des dépenses fiscales qu'on fait. Les dépenses fiscales que les exonérations, tout ça. Tout à fait. Vous partez à l'étranger chercher des fonds alors que vous en avez au niveau interne. L'épargne domestique stockée au Sénégal atteint des milliers de milliards. Peut-être que le chiffre peut être contestable, mais c'est des milliers de milliards. Si bien canalisé, l'État n'aurait pas besoin quand même d'aller à l'étranger pour faire des eurobonds, pour faire des emprunts obligataires qui sont chers à 6-7%. Ça, c'est trop cher. Ça renchérit sur la dette et ça nous met la dette comme un cercle vicieux, un engrenage dont on ne se départira jamais. Nous pensions qu'en 2006, quand le programme PPT était arrivé au point d'achèvement et que le Sénégal avait bénéficié de 1072 milliards de subventions de dette, et que la dette était passée de 78% du PIB, au-delà du plafond progrès à 17% du PIB. 17%. On pensait qu'on ne serait pas aujourd'hui à 64%. Nous risquons d'aller vers le surendettement parce que si on atteint 70% selon les critères de convergence,
on va dire que le Sénégal, la signature s'est ternie, le Sénégal est noté AAA+, le Sénégal standard est poor, et après on va faire quoi pour trouver des financements. Je pense qu'aujourd'hui, donc, il faudrait que tout cela, qu'on y réfléchisse pour voir comment cette manne financière dormante dans notre pays peut être canalisée, mobilisée, en sensibilisant les Sénégalais pour leur dire qu'il y a un certain analphabétisme financier au Sénégal qui fait que les Sénégalais ne savent pas que l'argent dormant, loin de faire du haram, parce que les gens pensent que quand on dit banque c'est haram, quand on dit financement, non. Il y a des mécanismes de financement islamique. La banque islamique est là. Si vous ne voulez pas donner votre argent à une banque classique, la banque islamique est là et fait des efforts, tant bien que mal quand même, fait des efforts pour que ça soit plus ou moins halal. Et puis dans l'islam aussi, quand vous achetez des actions, c'est pas du haram parce que vous êtes propriétaire d'une entreprise et que les dividendes sont redistribués. Voilà. Maintenant, peut-être que si vous commencez à faire de la spéculation pour dire que oui, si ça coûte cher, je vends. Là, on peut dire que la spéculation est haram. Mais si vous avez des actions dans une entreprise et qu'on paye des dividendes, mais c'est une très bonne chose. Si vous vendez et que vous prenez les intérêts, vous les donnez en aumône, vous n'êtes pas fautif. Donc il faudrait qu'on dise aux Sénégalais que Moucharacha, Modaraba, ça existe. Voilà. C'est des principes islamiques qui sont valables, qui peuvent tout simplement pousser les Sénégalais à prendre leur argent non utilisé pour aider le pays quand même à décoller avec cet argent-là. C'est ça le raisonnement. C'est-à-dire, dire aux Sénégalais, vos argents-là, vos ressources financières que vous gardez là, qui peuvent durer des années et des années. Non seulement il faut mettre la zakat dedans, 25 pour 1000 chaque année, pour donner ça aux associations pour financer la pauvreté, mais l'argent restant, l'argent résiduel, peut servir à accompagner des entreprises. Vous ne perdez rien. Parce que ce ne sont pas c'est pas de l'argent que vous jetez par la fenêtre, c'est de l'argent que vous pouvez récupérer par la suite. Voilà. Donc, il faudrait qu'on convainque les Sénégalais sur le Décortica n'épuise pas le sujet, il est très intéressant. Professeur Mounirou Ndiaye, merci d'être venu donc à Décortica pour décortiquer cette problématique justement de refondation de l'économie, puisque vous le dites comme ça, plutôt que de relance qui sans doute est limitée dans le temps. Mesdames et messieurs, Décortica Eco vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Décortica Eco.